Ouais, et j'ai jamais été dans le truc, il faut être dans le billionaire life, entrepreneur, successful, tout. Enfin, je savais même pas que j'étais entrepreneur. Je faisais des trucs pour rigoler avec mes potes. Mais par contre, ce que je savais, c'est que la nature, ça a toujours été mon refuge. Je rentrais tous les week-ends. Dès que je pouvais, j'allais dans la nature. Toutes mes vacances, je les passais là-bas. Ça a toujours été une constante pour mon bien-être. Mais je pensais pas que j'allais devoir me dire, purée, il faut qu'on en fasse carrément... la préservation de la nature n'est plus une évidence, il faut en faire un métier, quoi, tu vois. En fait, c'est vraiment un jour où je me suis dit, mais tu te dis tout le temps, tu iras un jour dans la nature, tu verras les montagnes, tu te lèveras le matin et tu pourras aller faire une petite balade avant de commencer le taf. Et en fait, j'étais dans un report vers le futur permanent. Et un jour j'ai dit ça suffit en fait, c'est notamment l'AVC de mon père, donc il n'est pas décédé mais il a eu un AVC assez violent et du coup je me suis dit en fait vraiment je peux mourir demain là, donc j'y vais maintenant et j'y suis allé, voilà. Mais vraiment dans le mois quoi. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est pas tant est-ce qu'on va réussir des trucs, est-ce qu'on est dans le camp des gagnants, en fait c'est qui on veut être dans cette vie et qui on veut avoir été, parce que je crois qu'à la fin, quand on se retourne, il n'y a que ça qui a compté. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphné. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast qui met en lumière ceux qui font bouger les lignes pour construire le monde de demain. Un monde, on l'espère, plus durable et plus sain. On a donc invité quelqu'un qui aime parler des curiosités du monde vivant, de la nature et de l'entrepreneuriat utile. Arthur est amoureux de la montagne et de la biodiversité. Il aurait dû finir prof de sport, mais la vie a choisi de l'emmener ailleurs. Salut Arthur. Salut, merci pour cette intro. Hello Damien, tu es avec nous ici aujourd'hui. Hello Sophie, hello Arthur. Salut. Tu es parti donc, si je reprends bien un peu le fil de ton histoire, tu as commencé par la création d'une société dans les médias en ligne. Tu as notamment fait un groupe Facebook autour du sport et de l'humour. Oui. Tu as ensuite troqué ton diplôme de prof d'EPS contre le statut d'entrepreneur en créant Brainbox. Oui. Jusque-là, on est bon. Je vais zapper un peu parce que j'ai beaucoup écrit dans cette introduction. Bref, aujourd'hui, Arthur, tu es jurassien. Tu voulais être aussi paysagiste. Ouais, alors j'ai trahi le Jura et je suis parti en Haute-Savoie, mais en effet, à la base des bases, mon rêve, c'était d'être paysagiste. Et je creusais des mares dans le jardin de mes parents, qui, je ne sais pas pourquoi, ne m'ont pas enterré dedans. Ça m'a permis de continuer. Donc, on le comprend, tu as grandi en pleine nature, au cœur des forêts d'épicéas. Tu as un besoin fou de mettre ta vie au service de ce qui compte réellement. Et c'est pour ça que tu as créé Team for the Planet avec 4 associés. On va en parler. Bref, on est là aujourd'hui pour parler du monde de demain, celui qu'on construit tous ensemble. Bonjour Arthur, bonjour Damien. J'ai carrément squeezé mon intro, elle était vraiment beaucoup trop longue. Eh ben c'est bien, parfois il faut savoir aller à l'essentiel. Alors, qui es-tu, Arthur ? C'est toujours la première question qu'on pose à nos invités. Elle est hyper compliquée. Ouais, bah non, t'as plutôt bien résumé. Je crois que je suis d'abord et avant tout un amoureux de la nature. Je suis plutôt un humain positif. J'aime bien me qualifier comme ça. Et je suis également un grand fan de sport en pleine nature et d'entrepreneuriat. Voilà, je me définis plutôt comme ça pour l'instant. Et comment t'es passé de ce village de 200 personnes à ces communautés de X milliers ou millions peut-être de... J'ai été contraint par la force. Non, j'ai eu une chance assez folle, c'est que je suis allé en fac de sport parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie et que en fait, chez moi il y avait que du sport à faire. Et en fac de sport, il y avait 6 mois de vacances par an. Et pendant ces 6 mois de vacances, j'ai commencé à faire plein de petits projets, des marques de vêtements, des trucs que j'aimais bien essayer de lancer. Et il s'avère qu'il fallait commencer à utiliser les réseaux sociaux pour ça. Mais c'était en 2011, donc tu vois, Facebook, c'était genre le réseau social hyper stylé, quoi. Et du coup, j'ai eu des premières communautés qui ont bien fonctionné sur Facebook. J'ai commencé à comprendre comment on pouvait bidouiller un peu pour faire naître vraiment une audience, vraiment avoir des scores qui te permettent de sortir un peu du lot. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à créer mes premières communautés, beaucoup dans l'humour avec des trucs très très what the fuck au début, et puis après de plus en plus vers des trucs un peu plus sérieux, jusqu'à avoir une douzaine de millions d'abonnés sur plein de verticales et faire du coup des médias à partir de ces communautés. Est-ce que c'est pas un peu vertigineux d'avoir autant de gens en fait, qui te suivent, quoi, ouais, qui te parlent, que tu connais pas forcément Pour le coup, ils me suivaient pas moi en tant qu'individu, donc je pense que ça crée pas les biais psychologiques que tu peux avoir quand tu as 20 millions de personnes qui te suivent toi en tant qu'individu. Là, pour le coup, c'était vraiment des thèmes, et donc c'était des pages qu'on alimentait, tu vois, tous les jours avec des contenus, mais on se sentait pas spécialement
En fait, c'est marrant parce que c'est une époque où tout le monde me disait, tu sais, les réseaux sociaux, c'est un jeu, enfin, ça va pas vraiment durer. C'est sympa les pages Facebook, mais enfin bon, il y a rien à faire avec ça, quoi. Et non, il y avait pas tant ce truc. J'ai jamais eu le sentiment que ce soit vertigineux. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est que j'étais invité à tous les apéros avec les youtubeurs, les Thibaut InShape, le Palmacho, Norman, tous ces mecs. En fait, je les voyais tout le temps. Enfin, en tout cas, on se croisait dans des apéros, et donc je trouvais ça stylé, tu vois, de pouvoir être avec des gens intéressants comme ça. Mais c'était pas spécialement vertigineux, c'était surtout beaucoup de conneries à aller poster et beaucoup de fonte du cerveau sur pas mal de pages. À cette époque-là, t'avais quoi? T'avais 20 ans? Ouais, j'avais une vingtaine d'années, c'est ça. Et c'est ensuite que t'es venue l'idée de créer Brainbox? Bah, en fait, je l'ai fait en parallèle, mais comme je connaissais rien à l'entrepreneuriat et que j'ai vraiment appris sur le tas parce que juste je savais pas du tout comment ça marchait. Au début, tu vois, j'ai des étudiants développeurs informatiques qui sont venus me voir, qui m'ont proposé de faire plusieurs applis sur certains concepts. On a fait les applis. Et ensuite, il y a des régies publicitaires qui sont venues me voir aussi. Une de nos applis, la première qu'on a sortie, était première de l'Apple Store pendant pas mal de jours, alors que c'était un truc, mais vraiment, les gens racontaient leurs pires anecdotes sexuelles de manière anonyme. Et le logo, c'était genre une espèce de capote comme ça qui tombe, rose fluo. Et ça, c'était premier de l'Apple Store. Sûrement une de mes plus grandes fiertés. Et du coup, cette histoire-là fait que les régies pubs sont venues me voir parce qu'on avait vraiment du trafic pour mettre de la pub sur l'appli. Et tout à coup, j'ai vu que sur le compte de la régie publicitaire, bah, ça commençait à gagner des milliers d'euros par mois, en fait. Et moi, j'avais aucune idée, je comprenais rien. Enfin, je me rappelle très bien la première fois que j'ai vu ça, je marchais dans la rue avec mes meilleurs potes de fac de sport et on était comme des dingues, on comprenait rien, quoi. On savait pas du tout comment ça marchait. Et donc, heureusement, j'avais pas de structure, j'avais rien, mais la régie pub avait stocké l'argent. Parce que sinon, le fisc serait venu en hélicoptère et ça serait vite terminé, cette histoire. Mais c'est ouf. En prenant du recul aujourd'hui, est-ce que le Arthur qui a créé le logo avec la capote qui tombe aurait pu penser une seule seconde devenir le Arthur d'aujourd'hui qui œuvre pour le monde de demain Au fond de toi, tu savais déjà que tu voulais te réorienter vers la nature, etc. Pas vraiment. Je pensais pas du tout que j'aurais à en faire un axe professionnel, entre guillemets. Moi, je voulais surtout me marrer à cette époque-là. Ouais. Et voilà, je m'en foutais vraiment. J'avais pas du tout j'étais pas dans une vision un peu. De la jeunesse. Ouais, et j'ai jamais été dans le truc, il faut être dans le billionaire life, entrepreneur, successful. Tu vois, je m'en branlais. C'était pas du tout, enfin, je savais même pas que j'étais entrepreneur. Je faisais des trucs pour rigoler avec mes potes. Mais par contre, ce que je savais, c'est que la nature, ça a toujours été mon refuge. Je rentrais tous les week-ends. Dès que je pouvais, j'allais dans la nature. Toutes mes vacances, je les passais là-bas. Ça a toujours été une constante pour mon bien-être. Mais je pensais pas que j'allais devoir me dire, purée, il faut qu'on en fasse carrément la préservation de la nature n'est plus une évidence. Il faut en faire un métier, quoi, tu vois. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as fait un passage aussi par des grandes villes où tu as habité un peu longtemps, puis après tu es reparti Ouais, j'ai fait 8 ans à Lyon, j'ai fait un peu à Chambéry, bon, grande ville, voilà. Et Quand même. Et sur mon parcours entrepreneurial, j'ai fait pas mal à Paris aussi, quoi. Ok. Une souffrance absolue, mais non, je le dis pas. Je suis très content que les Parisiens aiment Paris parce que sinon il y aurait trop de monde chez moi. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal moi avec les villes. Je me sens pas spécialement heureux et porté dans une ville. Je dépéris Tu honnêtement. suffoques. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a fait passer le cap du coup d'aller t'installer là où tu habites maintenant? Est-ce qu'il y a eu un déclic un jour? Est-ce que ça a été juste aussi, pareil, pas une épiphanie, mais une addition jour après jour de en fait j'ai de plus en plus envie, il faut que j'y aille, quoi. Ouais, t'as raison. C'est une question importante, je pense. En fait, c'est vraiment un jour où je me suis dit, mais tu te dis tout le temps, tu iras un jour dans la nature, tu verras les montagnes, tu te lèveras le matin et tu pourras aller faire une petite balade avant de commencer le taf. Et en fait, j'étais dans un report vers le futur permanent. Et un jour, j'ai dit, ça suffit, en fait. C'est notamment l'AVC de mon père, donc il n'est pas décédé, mais il a eu un AVC assez violent. Et du coup, je me suis dit, en fait, vraiment, je peux mourir demain, là. Donc, j'y vais maintenant. Et j'y suis allé, voilà. Mais vraiment dans le mois, quoi. Meilleure décision de ta vie? Franchement, ouais. Prends-en de la graine, Damien. Et ensuite, l'idée de à l'époque Team for the Planet naît. Comment tu rencontres tes associés? Comment tout ça se concrétise? Bah, en fait, moi, j'avais pas mal bourlingué dans la Startup Nation pendant quelques années. À la fin, je co-gérais l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui était une aventure assez intense parce que c'est 300 millions d'euros levés. Quand je suis allé dans le truc, on était 3 et puis 2 ans après, on était 400. Enfin, c'était un truc assez énervé. Et c'était le toujours plus à l'extrême de... À l'américaine. Ouais, et mettre des fortunes et une puissance, tu vois, médiatique, de visibilité colossale dans des trucs qui servaient pas à grand chose en vrai.
Et je commençais à avoir une dissonance énorme parce que moi, je m'intéressais beaucoup au sujet, justement, climat, environnement, du fait que je voyais les montagnes de Haut-Bugey se transformer à une vitesse de malade parce que il y avait plus de neige, en fait, parce que, justement, les forêts d'épicéa, elles ont pris un sacré coup de pelle. Les scolites. Ouais, Les bravo, scolites, ouais, c'est incroyable. Tout le monde commence à connaître les scolites, c'est fou. Et même les pyrales du buis, enfin plein d'invasifs. Et du coup, je me suis dit, putain, mais il y a un vrai truc qui se passe. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer vraiment dans le sujet climat et d'une manière générale le sujet limite planétaire. Et du coup, j'ai bourriné ce sujet parce que j'adore, je suis assez boulimique quand je rentre dans un truc. Et après, j'avais une dissonance permanente ingérable. Et je me disais, je consacre ma vie, mon énergie, tout ce que j'ai appris, et on y consacre des millions. Et franchement, c'était fou, hein, l'énergie passée là-dedans, pour faire danser des gamins dégénérés sur une appli smartphone, tu vois, avec aucun but pour l'humanité, quoi. Enfin, vraiment, ça ne servait à rien. Et ça devenait juste intenable. Et du coup, il y a eu un moment où moi, je pouvais plus, en fait. Et donc, quand ils m'ont fait une grosse proposition, et j'ai lâché cette proposition, je l'ai abandonnée, et j'ai dit, OK, non, je suis à un aiguillage entre deux Arthur. Et je sens que si je pars sur le mauvais Arthur, ça sera très dur de revenir en arrière. Lequel est-ce que tu veux être et quête de sens, quoi, aussi. Exactement, mais vraiment, c'est exactement ça. Ce que tu as dit est très important. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pas tant est-ce qu'on va réussir des trucs, est-ce qu'on est dans le camp des gagnants, en fait, c'est qui on veut être dans cette vie et qui on veut avoir été. Parce que je crois qu'à la fin, quand on se retourne, il n'y a que ça qui a compté. Et qu'est-ce qui nous rend heureux Ah oui, ça c'est aussi un gros sujet, mais c'est très lié à qui on veut être. Ouais. Et donc il y avait cet aiguillage, et en fait à ce moment-là, je me suis dit, je peux plus. J'ai senti un espèce de besoin émétique. En fait, je me suis dit, je ne consacrerai plus jamais une seule heure de ma vie à faire autre chose que travailler à préserver la nature, parce qu'en fait c'est ma raison d'être, c'est le seul truc qui est vraiment... Si on me l'enlève, je vais pas aller bien. Et il faut absolument qu'on la préserve parce que c'est un joyau. Et c'est le moment où j'ai noté dans mon téléphone, en mode raison d'être, et j'ai écrit, je ne mettrai plus une heure en dehors de ça maintenant. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à la façon d'utiliser tout ce que j'avais appris pendant les précédentes années pour le mettre au service de l'urgence climatique, parce que c'est quand même un truc qui emporte beaucoup d'autres choses, même si ça reste une conséquence de plein de trucs. Mais en tout cas, mes associés ont eu un peu les mêmes styles de move, parce qu'ils avaient eu des enfants, parce qu'ils travaillaient dans le digital à fond. Mehdi avait des bureaux au-dessus des miens à Lyon à l'époque, et lui, pareil, il était dans le référencement Google. Donc, il aidait des mecs, et très souvent des marques complètement inutiles ou assez hardcore, à être première sur Google. Et un jour, il s'est levé et il a dit, mais en fait, j'en ai rien à foutre de faire ça. C'est pas du tout ma vie, ça n'apporte rien. Ouais, mais en fait, c'est vraiment ce genre de déclic qu'on a tous eu de, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'utilité de ce truc, quoi? Et du coup, on a eu très envie de faire un truc utile à partir de ce qu'on avait appris dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est quand même assez génial, parce que en vrai, les entreprises, c'est l'outil de collaboration le plus élaboré sur Terre. Les humains n'ont pas fait un outil de collaboration plus efficace pour faire des choses qui permettent de mettre à contribution l'énergie humaine et d'orienter l'énergie humaine vers un projet de société ou vers un autre. Et le monde vers lequel on avance chaque jour, c'est le fruit de toutes les heures de travail qu'on consacre, nous, humains de cette planète. Chaque fois qu'on se lève le matin pour aller faire notre petit truc, on le voit plus parce qu'on est tous dans une espèce de méga division de la responsabilité, mais au fond, on contribue tous à un projet de société par notre travail, et il faut bien choisir notre travail parce que c'est le truc le plus important. Et donc nous, on s'est dit, peut-être que ça marchera pas ce qu'on va tenter, peut-être c'est un peu trop ambitieux, mais on a eu envie d'imaginer un modèle qui nous fasse pas retomber dans les travers du business as usual qu'on avait connu dans l'entrepreneuriat, et qui t'amène toujours à être dans une mécanique de prédation, en fait, à la fin. Ouais. Parce que c'est comme ça les règles du monde de l'entreprise aujourd'hui, dont on hérite, parce que plein de super entrepreneurs veulent faire des trucs géniaux, parfois produisent plus d'externalités négatives que l'activité en tant que telle que tu essayes de faire pour aller dans le bon sens. Et donc nous, notre volonté, ça a été de nous dire, si on fait un truc, on le fait ambitieux, et on le fait en essayant justement de ne pas se refaire happer par ce business as usual. Et tant pis si on est 4 à le faire, on essaye. C'est ouf. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que vous êtes Ça fait dessus? 4 ans. 4 ans. Ouais. Et vous en êtes où aujourd'hui? Quel a été le parcours sur ces 4 années? Un parcours assez intense et intéressant, mais en gros aujourd'hui on a levé à peu près 35 millions d'euros, je crois, à date. On est le plus gros crowdfunding en Europe, mais ça reste petit, 35 millions d'euros, faut se rendre compte, dans le monde de la finance c'est une goutte d'eau, mais c'est déjà significatif pour faire des choses et faire une preuve de concept, c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui on a 14 premières boîtes qu'on a lancées, qu'on appelle des étoiles. Donc nous on trouve une innovation, on trouve un très bon entrepreneur, parce que souvent les innovateurs sont pas des entrepreneurs et ils vont pas le devenir. Donc nous, la thèse de Team for the Planet, c'est pas du tout d'être un incubateur qui accompagne l'innovateur pour essayer d'en faire un entrepreneur. C'est de dire, on va chercher un Steve Wozniak qui a fait un truc génial pour le climat, et on va lui chercher un Steve Jobs, parce qu'il a besoin du Steve Jobs pour que son truc génial pour le climat puisse être connu partout dans le monde et avoir de l'impact. Et après, on met le réseau d'actionnaires, aujourd'hui 123 000, donc ça a pas mal avancé,
au service de ça, avec de l'argent bien sûr qu'on collecte tous ensemble, mais aussi avec la puissance du réseau qui nous sert à trouver ces innovations partout dans le monde, à sélectionner les meilleurs avec, on a des milliers d'évaluateurs bénévoles qui nous aident à sélectionner les meilleurs projets, et puis après à trouver des clients, recruter des talents, obtenir des rendez-vous avec des personnalités ou des politiques pour débloquer des trucs. Et donc là maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate que ça marche en fait, parce qu'on est allé chercher des boîtes qui n'étaient pas souvent des boîtes d'ailleurs à l'époque, mais en tout cas qui portaient une innovation extrêmement puissante. Je pense par exemple à Beyond the Sea, ils sont là pour équiper les bateaux de la marine marchande. Il y a 100 000 bateaux dans le monde aujourd'hui, mais si c'était un pays, ces 100 000 bateaux seraient le 6e plus gros pollueur du monde. Juste Beyond the Sea, cette innovation qui permet de, en gros, utiliser de la traction vélique. Donc ça, c'est des espèces de voiles de kitesurf géantes qui montent en très haute altitude, chercher des vents beaucoup plus forts et beaucoup plus constants que les vents que tu peux aller chercher avec des voiles normales, on va dire. Et ben ça permet de baisser d'au moins 20% la consommation de carburant des navires. Et toute seule, cette innovation, elle peut réduire de 0,8% les gaz à effet de serre mondiaux. Et donc, tu vois, ce genre d'innovation, on s'est dit, peut-être que c'est très risqué. Le monde économique traditionnel les finance pas parce qu'elles n'ont pas le méga retour sur investissement qu'il faut pouvoir espérer. Les standards de rendement sont pas forcément là. Mais juste en termes d'impact, il faut absolument tenter ce genre d'innovation, quoi. Et en fait, on a constaté maintenant, et quand je dis qu'on a fait la preuve de concept, je le vois à travers ce style de participation, qu'on a été complètement game changer. Ça faisait 7 ans qu'ils travaillaient, mais il n'y avait rien de vraiment opérationnel, pas de clients, même pas de démonstrateurs à l'échelle. Et donc nous, on est arrivé, on a mis un très bon entrepreneur, on a mis des fonds, on a mis la puissance du réseau. Vous avez apporté la brique business qu'ils n'avaient pas forcément... On a restructuré toute l'équipe aussi. Et 2 ans après, en fait, maintenant, ils ont des partenariats de co-construction avec des grands armateurs qui représentent des centaines de milliers d'euros de contrats. Ils ont réussi à faire une première voile de 25 mètres carrés. C'est piloté par une intelligence artificielle, donc c'est très compliqué. Puis 50 mètres carrés, puis 100 mètres carrés. Maintenant, ils travaillent sur des voiles de plusieurs centaines de mètres carrés. Ils équipent déjà des bateaux, ils sont déjà commercialisés. C'est des petits bateaux pour l'instant, mais voilà, le but c'est d'aller sur les tankers. Et franchement, ça s'est fait en 2 ans, alors que ça faisait 7 ans qu'ils bossaient, quoi. Et ça, on voit que la recette Team for the Planet fonctionne pour le coup. Et est-ce que du coup, les sujets que les innovations doivent attaquer, c'est des sujets quand même très systémiques où en gros tu parlais, donc là c'était quoi, c'est 0,8%, 8% du... 0,8%. Ouais. 0,8%. Du coup, il faut que ce soit... Est-ce qu'il y a un ordre de grandeur minimal pour être sûr que l'impact soit vraiment at scale Ouais, c'est clairement le pari qu'on prend. Nous, on s'est permis de faire un vrai mouton à 5 pattes pour aller aider des innovations qui, pour nous, ont un impact radical. Enfin, vraiment, qui peuvent vraiment... Ouais, il faut qu'elles soient transformatives sur des secteurs extrêmement émetteurs. Donc, il faut qu'au moins, quand elles passent à l'échelle, ce soit des millions de tonnes évitées. On ne dit pas qu'on va réussir à chaque fois, ça serait vraiment prétentieux et d'ailleurs ce ne sera pas le cas. Mais juste, il faut qu'il y ait déjà cette ambition-là dès le début, parce que comme ça, si on en réussit ne serait-ce qu'une, bah, on sait que ça aura vraiment de l'impact. C'est vrai que de toute façon, comme nous qui finançons aussi des boîtes, malheureusement, parfois il y a des timings qui ne sont pas bons, il y a des conjonctures qui ne sont pas bonnes. Le momentum. Mais au moins, le momentum, etc., d'avoir essayé, c'est ouf. Et tu parlais donc de tes 123 000 actionnaires, donc concrètement, pour moi, tu as un peu la plus grosse base d'actionnaires en France et peut-être limite internationale. Et tu disais que tu l'as mis à contribution pour Beyond the Sea. Comment tu arrives à utiliser justement ce réseau ? Bah, typiquement, tu vois, il y a besoin de signer des partenariats de co-construction avec des grands armateurs. C'est pas évident à trouver. Il faut des gens qui connaissent des grands armateurs. Et nous, on a un truc qui s'appelle la famille du climat, qui est pas encore... on va le saciser justement, mais pour l'instant on le fait à la mano. Mais en fait, quand on demande aux 123 000 actionnaires qui connaît un armateur de proche en proche et peut nous l'introduire, t'as direct 15 réponses en fait. Okay. Et du coup, c'est surpuissant parce que en fait, tous les clients qu'on trouve pour les boîtes, bah, ça va 1000 fois plus vite et c'est que des gros clients parce qu'en fait, la force de Team for the Planet, je crois que c'est d'avoir été sur LinkedIn parce qu'en fait, on a quasi que des décideurs économiques ou politiques dans nos actionnaires. Et c'est cette tranche de la population qui a le pouvoir d'action, quoi. C'est vrai que vous avez, l'avantage là de tous vos abonnés aussi sur LinkedIn, c'est que c'est des gens du monde du business et qui sont probablement assez engagés et qui du coup sont prêts aussi à faire peut-être l'extra mile. D'aller contacter la personne qui, pour eux, leur job, le ferait peut-être pas. Et en plus, un truc fou qu'on voit, c'est que les gens sont gentils, en fait. Non, mais l'essentiel des humains ont envie d'aider les trucs utiles. Enfin, on oublie un peu trop souvent à quel point les gens sont sympas, en fait. Ils se disent, mais bien sûr que je vais vous aider. Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais, mais c'est pas dur de le constater. Positif. Non, mais c'est vrai, honnêtement, nous on le voit tous les jours. Les gens, ils sont chauds, quoi. Tu leur dis, est-ce que vous pouvez nous aider pour faire un truc utile ? Il n'y a rien à gagner. Ils disent, bien sûr. C'est fou, vraiment. Faut juste leur poser la question, en fait, et ils t'aideront volontiers. Mais en fait, ils le souhaitent. Après, faut pas oublier que les gens ont des vies stressantes, fatigantes, qu'ils ont peu de temps. Et donc, bien sûr, il faut pas leur demander de taffer comme des chiens. Mais par contre, si tu mâches le travail et que tu leur demandes un petit service, une mise en relation, franchement, j'ai rarement vu un type qui a dit allez tous mourir, quoi, tu vois. Une petite action chirurgicale, c'est là où savoir quelle personne aura le plus d'impact à ce moment-là. Exactement. Et puis parfois, synchroniser des milliers de petites actions qui paraissent anodines,
c'est surpuissant. Nous, on le voit, on le fait souvent, on fait des OP collectives sur LinkedIn. Donc, on envoie un post à faire. On dit à tout le monde, faites le même post aujourd'hui, avec le même texte, on leur mâche tout, il y a tout qui est préparé. Et du coup, on se retrouve toujours entre, on va dire, 2500 posts et 10 000 posts sur la journée. Ah ouais, mais l'impact est colossal à la fin. C'est direct des millions de vues et direct on obtient ce qu'on veut, quoi. C'est assez fou. C'est ouf, le pouvoir de la communauté. Ouais. Vous avez vocation à soutenir des projets internationaux ou c'est que français pour l'instant? Non, on a déjà des projets internationaux, Ok. plusieurs. Un qui vient d'Inde, un qui vient des États-Unis, plusieurs qui viennent d'Europe, proche de la France. Mais voilà, quoi, il y en a déjà pas mal. De toute façon, le changement climatique ne se cantonne pas aux frontières. ça. Exactement. Et du coup, ça nous amène tu parlais d'opérations, etc. Il s'avère qu'on est co-investisseur chez Give. Oui. Ravi d'ailleurs. Et donc, avant de parler de l'opération la récente que vous avez faite avec eux, et qui était ouf, pourquoi vous avez choisi Give? C'est une bonne question parce que tu vois, c'est un peu plus éloigné de la thèse que je viens de vous raconter, dans le sens où il n'y avait pas forcément à aller chercher un très bon entrepreneur, il y avait plusieurs trucs, mais en fait, c'est une innovation de sobriété. Et nous, on trouve que c'est hyper important aussi de montrer que l'innovation, c'est pas que du technosolutionnisme pour aller dans le toujours plus, ça doit être autre chose même. Et le fait de montrer qu'une innovation digitale peut servir la sobriété, c'était un truc qui nous tenait à cœur, qui tenait à cœur des actionnaires. Et en fait, quand on a eu des échanges avec eux, on voyait qu'on avait une vraie valeur ajoutée avec Team for the Planet, à venir les aider, notamment pour faire ce genre d'OP communautaire et peut-être aussi pour les aider sur la structuration de l'équipe de manière générale. Il y a aussi un biais, c'est qu'on avait des bonnes compétences en app digitale et en communauté, mais on n'a pas interféré avec le process de sélection. En fait, elle a franchi les étapes, elle est arrivée jusqu'au comité scientifique qui l'a validé. Et puis ensuite, les associés ont voté en AG et l'ont validé. Donc, si tu veux, c'est aussi parfois la sagesse des foules décide que ce truc-là est pertinent et qu'il faut y aller. Donc, on suit la chose, quoi. Et franchement, moi, j'étais le premier heureux parce que c'était juste, je trouve, hyper évident d'aller sur ce genre d'app aussi. C'est très différent d'un Beyond aussi ou du style d'innovation qu'on fait d'habitude, mais l'impact est hyper intéressant. Là, on l'a dit pendant toute la campagne, chaque objet donné sur une plateforme comme Give, c'est 13 kilos de CO2 évités. Là, on vient de faire 308 000 objets donnés en 15 jours. Bah, faites les calculs, mais l'impact, il est démentiel hyper vite, quoi. Et ce qui est assez ouf, c'est, je trouve, c'est la façon dont vous faites. C'est-à-dire, il y a un objectif qui est hyper ambitieux, mais s'il est atteint ou proche d'être atteint plus vite, et ben en fait, on va faire 1,5 fois cet objectif, toujours plus, quoi. On ne se contente pas de l'objectif. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'on a remarqué, c'est que c'est plus fort d'amener les gens à l'écologie ou à l'engagement en utilisant le cerveau casino, en tout cas les leviers qu'on a tous, qui sont que c'est quand on te donne un challenge collectif enthousiasmant avec un objectif ambitieux, mais si on réussit, c'est génial parce qu'on a vraiment de l'impact, on fait vraiment avancer des trucs. Ça chauffe les gens, ça. Beaucoup plus que de leur dire faites votre petit pas dans le désert, vous êtes un colibri. C'est dur pour les gens d'entendre ça à la longue. Et du coup, le fait de les motiver tous ensemble et de leur dire, les gars, c'est la coupe du monde de l'engagement et on va aller la chercher, cette putain de coupe. Les gens, ils se lèvent sur la table, ils disent, et vous n'êtes pas tout seul. Oui, bien c'est sûr. un énorme collectif. Mais bon, on reprend aussi l'EP. On a fait un EP avec. C'est vrai. Un EP? Un single. Chez Daphne, on aime bien sortir des sorties battues. Ouais, on a fait un EP avec un DJ et on a mis en valeur sur 6 titres, 6 personnes, dont Hakim Baka, Énorme. qui a parlé du don. Et c'était hyper stylé comme projet. Et dont sa phrase que tout le monde devrait entendre, c'est « donner, c'est gagner ». Donner, c'est gagner. C'est très, très cool. Tout à fait. Passionnant tout ce qu'on se dit. De quoi on pourrait parler maintenant? Des next steps. Vous avez des projets à venir pour 2025 dans les cartons? En fait, ce qui est dur avec Team for the Planet maintenant, c'est qu'on a fait la preuve de concept grâce aux citoyens, on a démontré la viabilité du modèle, on sait que maintenant c'est pertinent ce qu'on fait. Là, on est en train d'essayer de déployer les licences libres sur les innovations. Le but, c'est qu'elles soient dupliquées partout dans le monde. C'est inspiré de l'open source. On est convaincu qu'en fait, les modèles économiques sont plus rentables comme ça et plus efficaces pour justement avoir des marchés beaucoup plus gros qui se déploient plus vite sans que personne y perde et donc avoir beaucoup plus d'impact. Et l'intérêt, c'est que ça permet de faire des multiples énormes sur les tonnes de CO2 évitées puisque nous, nos actionnaires, ils sont rémunérés en dividendes climat. Quand on dit qu'on est un peu sorti du business as usual, un des trucs qu'on a essayé de défaire, c'est le truc où tes actionnaires te tiennent par la barbichette, surtout quand tu en as plus de 100 000, sur un impératif de croissance économique permanent et de rétribution importante en termes de rendement financier. Nous, on voulait se libérer de ça pour pouvoir justement accompagner des projets qui ne seront pas des genres de licornes absolues, de l'hyper-croissance, mais qui ont fondamentalement un rôle absolu à jouer pour la transition écologique. Donc on a fait ce pas de côté avec les actionnaires et aujourd'hui le dividende climat est en train de devenir vraiment un standard. Decathlon en distribue, des très gros groupes du CAC 40 commencent à en distribuer, enfin ça avance super bien.
Et en parallèle, les licences libres nous permettront donc de multiplier l'impact pour avoir beaucoup plus de dividendes climat chaque année à distribuer à nos actionnaires. Et donc cette année, on travaille sur ces licences libres et on travaille sur le fait d'essayer maintenant de scaler la levée de fonds. Et ça, c'est vraiment dur parce que c'est le moment où, en gros, on va voir le monde économique traditionnel qui, lui, est bloqué dans ces mécaniques du monde d'avant en mode, il n'a pas le choix, en fait. En fait, ils ne comprennent pas l'outil. En fait, les personnes physiques comprennent parfaitement et sont extrêmement enthousiastes, mais les personnes morales gagnent. C'est-à-dire que les gens sont bloqués dans un rôle avec un carcan de normes, de contraintes, de schémas hérités du siècle d'avant qu'ils ne savent pas défaire, en fait, alors qu'ils ont absolument conscience du fait que ça limite beaucoup la transition écologique. Et donc maintenant, le gros challenge, c'est d'arriver à faire basculer des instituts qui disent let's go, on fait une entorse, quoi. On a déjà réussi avec l'État français, quand même. Ouais, ça, c'était assez bold. Avec l'ADEME. Ouais, c'était déjà un premier milestone intéressant parce que réussir à faire investir un État sur un modèle sans rendement financier, qui n'est pas de la subvention, qui n'est pas de la philanthropie, qui est bel et bien de l'investissement au capital d'une entreprise, mais contre uniquement un rendement extra-financier pour le climat, c'est une première mondiale. Et donc ça a été 2 ans de travail, mais nous, on sait ce que ça vaut. Et donc le but, c'est maintenant d'arriver à faire basculer d'autres instituts comme ça avec des montants plus importants. Et on cravache pas mal pour ça, hein. Je vais pas vous mentir. Ouais, j'imagine que s'il y en a un ou deux gros qui montrent la voie, ça va ouvrir ça va donner une FOMO peut-être aussi aux autres. Je pense qu'il en faut un peu plus, mais en tout cas, quand les mecs commencent à sentir qu'ils sont pas dans le camp des gagnants, en général, la boule de neige prend. Mais ça va être long et difficile, hein, franchement. Ouais. Et au niveau des pouvoirs publics, là tu parlais de l'État français, vous arrivez un peu à fédérer des décideurs En fait, ce que je trouve assez génial, c'est que tu vois, avec ne serait-ce que 100 000 actionnaires et un peu plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, en fait, on a déjà beaucoup de politiques qui viennent nous voir. Enfin, c'est assez dingue. Les ministres en exercice depuis 2 mandats de l'écologie venaient tous nous parler. Moi, j'ai rencontré 5-6 ministres en exercice qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et en fait, j'ai réalisé un truc assez fou sur le chemin, c'est que on attend souvent de nos politiques que eux proposent des choses et fassent changer le monde. Mais la réalité, c'est l'appareil politique ne permet pas de faire ça. Ah ouais, en fait, ils ne peuvent pas et c'est pas leur rôle. Et donc, on est souvent en colère contre nos politiques parce qu'on dit qu'ils changent rien. Mais ils ne changeront jamais rien si on ne leur donne pas les exemples et les leviers sur lesquels s'appuyer. Par contre, il suffit d'un exemple. Franchement, ça reste très modeste, Team for the Planet, mais un exemple d'autre chose qui marche à une échelle quand même un peu entendable. Les mecs se rendent compte que c'est possible et ils s'arc-boutent dessus pour justement aller défendre des nouveaux projets de loi, des amendements. Et en fait, c'est génial parce que tu deviens soudain un objet d'utilité publique à une échelle politique alors que tu n'as jamais souhaité faire de la politique. C'est vrai que c'est assez ouf. On est assez convaincus de cette vertu aussi où tu as les experts techniques sur des sujets vertueux. Il faut qu'ils nourrissent, en fait, trouver les bons contacts et nourrir les politiques pour justement créer ces bonnes lois sur typiquement l'upcycling, les déchets, tout ça. Mais ils ont besoin de montrer que c'est possible en fait et c'est pas eux qui pourront le faire, c'est toi. Et du coup, si toi, dans l'entrepreneuriat, tu montres que d'autres voies sont possibles, c'est assez dingue les effets boule de neige que ça peut générer, quoi. Et on commence à le voir très modestement, mais tu vois, le dividende climat, ça nous a complètement échappé. Ce truc, on l'a fait pour nous, pour nos actionnaires. On s'est retrouvé avec l'ONU autour de la table, l'ADEME, il y a des mecs comme Jean Covici qui sont venus regarder le truc et tout. Il y avait 50 experts carbone internationaux en gros autour de la table. Nous, on était là, on avait initié notre petit truc. Ça a fait naître une association indépendante qui est maintenant présidée par Brune Poisson. Le truc est en train de il est rentré dans la CDP, dans la pardon, comment ça s'appelle déjà? Je confonds aussi. La CSRD. Voilà, il y a trop de machins, trop d'acronymes de l'enfer en France. Mais en tout cas, il est en train de rentrer dans les très grosses réformes, on va dire, sur les sujets carbone au niveau européen. Et on se dit, mais c'est incroyable, cette espèce de co-bénéfice de Team for the Planet. Le truc, c'est limite, ça aura 10 fois plus d'impact que Team for the Planet à terme. Et c'est juste parce que nous, on avait un cas d'école à faire que ça a été repris, quoi. Ah non, c'est assez ouf. Nous, on a du coup 4-5 boîtes qui ont rejoint les cohortes de Dividende Climat récemment. Trop bien. On discute très souvent avec eux. On est assez fans du projet. Et moi, je me pose la question de tout ce truc. Vous avez fédéré une communauté énorme. Il y a pas mal de personal branding où t'es vachement l'image de Team for the Planet. Est-ce que tu arrives à gérer la pression de tout ce public? Enfin, comment tu le vis au quotidien? En fait, pour une fois, j'ai vraiment pas de pression, contrairement à mes startups d'avant où je levais des fonds et j'avais une pression vis-à-vis des investisseurs. Ouais. Et en fait, je crois que c'est parce que j'ai rien à gagner. Et vraiment, on a fait Team for the Planet en mode, ok, là,
nos salaires sont capés à 4 fois le SMIC, on pourra jamais s'enrichir avec ce projet. On est dans la transparence totale puisque tout est public, nos comptes, l'accès à nos statuts, même à nos AG. En AG, on est obligé légalement de répondre aux questions des actionnaires. Voilà, ça fait partie de la loi en France, mais en gros, on ne peut rien cacher, on ne peut rien dissimuler, et du coup, c'est très simple, on est en mode transparent. Cœur ouvert sur ce projet. Et c'était vraiment l'ingrédient de la confiance, je pense, qui fait qu'aussi les gens nous ont rejoints, parce que beaucoup de gens ont mis 6 mois en disant vas-y, elle est où l'arnaque? Ils ont tout regardé et finalement ils nous rejoignent, ils disent ok, ça marche. Et donc quand tu y mets juste ta vie parce que réellement c'est la cause qui est la plus importante pour toi et que tu ne veux plus te lever pour autre chose que ça, les gens le sentent. Et même les gens qui investissent des millions chez nous aujourd'hui, on n'a pas du tout un rapport investisseur-participation, pas du tout. Le rapport, c'est vraiment toi tu mets ton temps. Enfin, moi, je mets mon temps, toi, tu mets ton argent pour acheter par procuration du temps que tu peux pas mettre parce que tu fais d'autres trucs. Mais c'est parce que tu as envie que vraiment on avance dans le sens de cette cause. C'est hyper bienveillant. Ouais, et du coup, en vrai, même si on échoue, je sais qu'il y aura pas de problème. Enfin, je vais pas me faire clouer au pilori par tous les actionnaires. Après, sur le personal branding, juste pour dire, c'est pas du tout un souhait de ma part où, on a tous essayé, on a tous communiqué un peu. Ça a un peu plus pris sur moi. Moi, je suis plus, je pense. Je partage vraiment des sujets plus larges que le climat sur mes réseaux sociaux parce que c'est ce que je peux pas spécialement dire sur Team for the Planet. C'est moi qui fais tous les posts de Team for the Planet. Mais en gros, il y a des trucs où des fois je suis un peu frustré parce que j'aimerais bien sortir de purement l'angle climat ou purement l'angle entrepreneuriat. Des fois, j'ai juste envie de parler d'un truc qui m'a ému dans la nature, quoi. Et du coup, je l'ai fait un peu sur mon compte perso. C'est vrai que ça a bien pris et c'est aussi pour ça que j'ai sorti ce petit livre pour essayer d'avoir un rayon d'action encore un peu plus large que l'entrepreneuriat parce qu'il y a plein de trucs à faire, je pense. Donc c'est assez chouette. Justement, parle-nous de ta nouvelle activité d'auteur. Il est en librairie aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, je suis arrivé ici en me rendant compte que c'était la première heure de publication du livre. Ouais, on verra ce que ça donne mon activité d'auteur, parce que je suis pas vraiment un écrivain, mais en gros, j'ai eu envie justement d'aller un peu fort sur cette approche de l'écologie par le bonheur, parce que je trouve que c'est très difficile. Moi, je me reconnais pas trop dans les propositions d'approche de l'écologie qu'il y a aujourd'hui. Je suis pas du tout un être de colère ou de révolte. Je sais pas faire ça en fait. J'ai pas ça en moi. Je l'ai jamais eu. Donc je peux pas faire de l'activisme ou quoi. Ça serait ridicule. Ça ne dirait pas. Ah vraiment, ça serait Paul Mirabel quand il essaie de s'énerver, quoi. Donc ça marcherait 0%. Par contre, j'arrive quand même bien, je pense, à proposer aux gens une approche autour de la question du bonheur parce que c'est ce qui moi me transforme et parle. En tout cas, c'est ce qui fonctionne chez moi. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cherchez pas à être écolo, cherchez à être heureux. Moi, c'est ma conviction absolue. En fait, j'ai réalisé en comparant 2 versions de la vie et de la réussite qui sont la version très sobre que j'ai connue dans ma jeunesse et qui a été extrêmement efficace pour me rendre fondamentalement heureux, stable, épanoui, et la version un peu de la réussite, version grande vie, instagrammable, matérialiste, que j'ai beaucoup touché exactement avec Thriller notamment, mais avec la Startup Nation, on va dire, où il faut être riche, impressionner les autres, toujours faire des trucs plus importants, et justement être un peu noyé dans la comparaison sociale. Et en fait, cette voie-là de la réussite m'a beaucoup déçu. Je trouve qu'elle a tenu aucune promesse de bonheur fondamental. C'est beaucoup dans le plaisir, l'immédiateté, mais on est toujours dans l'augmentation de la dose. En fait, c'est la dopamine vs la sérotonine à 100%. Et du coup, cette voie-là, moi, j'y ai pas vu beaucoup d'yeux qui brillaient. J'ai plutôt vu des gens en détresse, très honnêtement, même à des très hauts niveaux. Et ça m'a pas donné envie. Et à l'inverse, la simplicité de passer des moments dans la nature, d'être avec des gens que j'aime, de justement me déposséder plutôt qu'être dans la course à l'accumulation, d'apprendre à avoir moins et à me contenter de moins, m'a fait un espèce de bien fondamental et m'a apporté une sorte de stabilité et de quiétude que j'ai retrouvé récemment et que j'avais un peu perdu. Et donc, ce que je veux dire en disant cherchez pas à être écolo, cherchez à être heureux, c'est que ce que j'ai constaté en plus, c'est le nom du livre, ça, ou pas? Non, c'est le meilleur est à venir en un seul mot. Okay. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que en allant travailler sur mon bonheur sincère, le vrai bonheur, pas ce truc où tu es un agent économique productif qui doit servir le PIB toute la journée, et ben ma pression sur les écosystèmes a baissé naturellement. J'ai jamais cherché à le faire. J'ai jamais cherché à être écolo. Et d'ailleurs, moi, je suis pas très à l'aise avec le mot écolo parce qu'il a été tellement galvaudé, détourné que ce qui renvoie dans les imaginaires aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'être associé à ça. Et donc, moi, je me suis jamais défini comme écolo. J'ai toujours été juste un mec qui cherche à être heureux. Et en fait, ce qui est fou, c'est que vraiment, je constate que quand tu travailles au bonheur sincère, et c'est très dur dans un monde qui n'a aucun intérêt à nous encourager vers ce bonheur-là parce qu'il ne fait pas vendre en fait. Alors qu'à l'inverse, le plaisir est une machine à vendre. Et ben quand tu réussis à déjouer les pièges à plaisir et à sortir un peu de cette machine à malheur dans laquelle on est tous, à sortir de la roue du hamster en fait, plutôt que d'acheter une roue plus grande, et ben soudain, t'es écolo. Tu seras écolo sur le chemin en fait.
Ouais, et t'es pas écolo dans la version qu'on nous propose au quotidien. T'es écolo simplement parce qu'en fait, t'as besoin de moins et tu aimes plus aussi le monde qui t'entoure, donc tu le préserves. C'est fou, mais quand je constate... en fait, moi, une conclusion que je fais souvent quand tu passes au bord d'une route, ce que tu vois au bord de la route, c'est toujours les mêmes trucs. C'est des paquets de clopes, des bières ou de l'alcool, de la fast-food, enfin des trucs... sachets McDo. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que tant que l'homme se détruit lui, il détruit forcément ce qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est un peu l'analogie parfaite, je trouve. Quand tu te respectes pas toi, que tu t'envoies des grosses clopes, de l'alcool et de la junk food, t'en branles du monde autour de toi, parce que déjà, toi, t'es en train de te détruire. À l'inverse, quand tu travailles à être plus heureux, à être bien, et que tu travailles sur toi, t'as de plus en plus un comportement de préservation. Et moi, je suis plus dans l'approche... avatar de l'écologie, c'est-à-dire tu parles pas d'écologie en fait, tu parles de quelque chose qui permet une symbiose avec le monde et un bonheur beaucoup plus profond que un truc don't look up quoi. Ouais, mais c'est assez ouf aussi quand tu demandes aux gens un peu qu'est-ce qu'ils aiment faire en réalité, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les rend vraiment heureux. C'est rarement acheter le dernier iPhone, c'est vraiment j'aime me balader, j'aime faire du trek, j'aime courir, j'aime peindre, j'aime faire plein de la danse, ce que tu veux. Et tu dis, mais en fait, ça, c'est des activités, ça réduit carrément les pressions sur les écosystèmes. Et en fait, à la limite, tu as besoin d'un tout petit peu de matos, mais c'est tout. Tu n'as rien besoin d'autre. Après, c'est juste, en fait, tu vas profiter de la planète telle qu'elle est. Exactement. Et ce qui est déplorable, c'est que souvent, des belles activités comme ça sont récupérées justement par le business au max et il faut masse de matos, tout le temps changer de matos, machin, et on se fait tous happer par ça et c'est assez triste. Par contre, ce qui est assez intéressant, je trouve, dans ce que tu dis là, c'est que quand tu demandes, et c'était une étude d'ailleurs, aux gens, c'est quand la dernière fois que vous êtes senti vivant, je crois que c'est ça la formulation, mais c'est en anglais, c'est un truc où il y avait beaucoup de répondants, hein. Je crois que c'est 9 réponses sur 10, les mecs sont dans la nature. Et il faut juste s'en rappeler, en fait, on a vécu 300 000 ans dans la nature, les murs en béton, ça fait 200 ans. Évidemment, en fait, qu'on n'est pas génétiquement programmé pour être en surkiff au milieu du béton, quoi. Et ce qui est dingue, parce que maintenant c'est très étayé récemment. Donc déjà au Japon, j'en parle beaucoup dans le livre, on prescrit la nature, tu vois, il y a des bains de forêt, la sylvothérapie pour soigner la dépression, mais aussi pour renforcer le système immunitaire, ça c'est prouvé, ça renforce le système immunitaire. Les arbres notamment émettent des phytoncides, c'est des petites particules, et ces particules, on les ingère quand on se balade en forêt, et elles sont très très fortes pour renforcer justement le système immunitaire. Et récemment, il y a une étude en Angleterre qui a coûté 6 millions d'euros sur quels sont les bienfaits réels de la nature pour les humains, et la conclusion des mecs, c'est un consortium de chercheurs, qui n'était pas du tout orienté nature, hein. Les mecs, ils habitent à Londres, ou je sais plus où, mais dans une grande ville, il faut prescrire médicalement la nature. C'est ouf qu'on en arrive quand même là, hein. Et donc souvent on m'oppose, quand je parle de bonheur et que je dis des moments simples dans la nature, etc., on me dit, oui, mais tout le monde a sa propre définition du bonheur, pour d'autres gens, le bonheur, c'est d'être dans la ville, machin. Oui, mais il y a quand même des fondamentaux scientifiques qui sont en train de nous prouver que malgré tout, le bonheur profond, celui qui est vraiment lié à un état de contentement, il est quand même très lié à la nature et à la présence de nature. Ça peut être dans la ville, mais il faut qu'on soit dans la nature. Ouais. Et comment c'est... Parce que nous, on baigne là-dedans, c'est peut-être très parisien, mais tu vois, le sujet de l'écologie, il n'est pas forcément... tout le monde ne l'a pas conscientisé. Comment c'est reçu, toi, quand tu rentres chez toi, dans ton village Est-ce que les gens ont la même conscience que nous de tous ces sujets ? Non, t'as raison, c'est vrai. C'est assez paradoxal, mais les gens en ville sont plus écolos que les gens à la campagne souvent. Par contre, dans les pratiques et dans les faits, les gens à la campagne sont bien plus écolos que les gens en ville. Ils l'ont peut-être pas intellectualisé parce que c'est présent au quotidien. Pas du tout. C'est leur façon de vivre, quoi. Ouais. En général. En fait, alors... c'est pas toujours vrai quand tu regardes les stats, par exemple, les urbains prennent moins la voiture parce qu'ils ont des transports en commun. Non, mais il y a des choses comme ça intéressantes, mais souvent ils compensent en prenant beaucoup plus d'avions. Voilà. Après, moi quand je dis ils sont plus écolos, c'est dans le lien à la nature, dans la connaissance fine de la nature et de son fonctionnement. Après, c'est pas forcément bien reçu quand ils ont l'impression que je suis le gars qui rentre de Paris et qui vient d'aller faire sa petite conférence. C'est plus bien reçu quand on va partager une balade, s'émerveiller ensemble, se dire t'as entendu le brame du cerf, ouais, putain, c'est en ce moment, il reste 10 jours, faut qu'on y retourne. Et en fait, c'est plus comme ça que je vois l'approche de l'écologie. C'est d'abord par l'émerveillement et d'abord par l'amour de la nature. Et à la campagne, c'est plus facile, quoi. C'est vrai que c'est assez ouf. Je trouve qu'il y a un réel besoin où il faut que les gens se reconnectent, recomprennent la nature, tu vois, genre même identifier les arbres, les essences, comprendre que faire du monoculture de boulot, en fait, c'est pas ça qui... c'est pas une forêt. Et c'est même pas, tu vois, genre ça te fait pas plaisir de voir une forêt de monoculture. Non, c'est clair, c'est même assez déprimant. Mais par contre,
c'est pour ça que je parlais d'Avatar, c'est que même s'ils connaissent pas le nom des oiseaux ou des arbres, il faut qu'ils puissent ressentir à quel point on est juste lié à ça. Genre, fondamentalement, nos corps font partie de ça. Nous sommes la nature. Et donc, s'en être affranchi et vouloir créer un monde avec un projet de société, de voitures volantes et de gratte-ciel qui ne touchent plus le sol, oui, ça nous stimulait dans les années 50, c'était génial, mais les limites physiques du monde ne nous permettront jamais de faire ce projet. Il y a juste une toute petite élite très riche qui pourra encore penser que c'est faisable, mais en réalité, le monde global ne passera pas là-dedans. Et à l'inverse, on a un projet de société que je trouve beaucoup plus excitant et beaucoup plus enthousiasmant avec le recul, qui est de passer de vulgaires exploitants de la nature à gardiens, en fait, parce que maintenant, on connaît les limites, on connaît les quantités et on sait mesurer, donc on est capable de manager, entre guillemets. Et ça, c'est un rôle qui m'excite, moi, pour l'humanité. C'est de dire, OK, on est une espèce un peu différente, mais du coup, on a aussi cette belle responsabilité de prendre soin de ce truc. Et aujourd'hui, c'est comme si on nous posait sur une île déserte avec nos potes. Il y a un mec qui remplit le frigo et qui dit, je reviens dans un mois, et t'as un gars, il vient et il défonce le frigo le premier jour. Bah, en fait, il faut qu'on change de comportement. Ça peut être très sympa aussi, et moi, je trouve ça assez génial quand justement, qu'on te donne des bases et des conditions, on te dit, voilà, faut que tu respectes ça et que tu fasses ton truc dans ce cadre, ben, justement, de trouver des façons de le faire de la meilleure manière possible. Et moi, je trouve qu'il y a un plaisir à ce genre de choses. C'est peut-être vraiment un truc bad opinion, enfin, opinion pas vraiment validée, mais typiquement, les quotas carbone individuels. Moi, on me pose souvent cette question. Je trouve pas ça si déconnant. Enfin, je veux dire, on a tous un permis à points, t'as une certaine limite de choses à faire. On a tous un certain nombre de thunes sur notre compte en banque et on s'arrange avec cette thune-là pour pouvoir passer nos meilleurs moments. Et en fait, ça apprend aussi à fonctionner dans un environnement restreint. Et je crois que c'est la base de ce qu'on fait, nos métiers et l'entrepreneuriat. C'est sans contrainte. Il n'y a pas de truc stylé. Il y a rien en fait. C'est fade en fait. Alors que quand t'as des contraintes, là, les entrepreneurs, ils font des trucs fous quoi. Et c'est ça qui est excitant aussi. S'adapter sous contrainte. Ouais. Il y avait une très belle phrase d'un livre là, il n'y a pas longtemps, c'était « Faut arrêter avec que j'avais lu », il y a Ralentir ou périr. Ah ouais, de Timothée. Ouais. De Timothée Varick. Peut-être que le PIB, faut arrêter avec, mais le pouvoir de vivre, ça serait un bon indicateur. Il a complètement raison, et en fait, ça touche à tous ces sujets que je défends aussi beaucoup dans mon livre. Mais bon, Timothée, c'est un ami, donc forcément, il a infusé en moi. Mais en fait, ce truc de l'humain dans une méga méritocratie, vraiment agent économique, parce qu'aujourd'hui on est tous ramenés à notre statut et notre rôle sur Terre d'être un agent économique au service d'une méga machine qui ne fait rien d'autre que du PIB et qui est dans le produire et consommer. Et quand tu vois que, bon, pour le coup ça dessert le Japon, mais certains pays comme le Japon, on arrive à productiser les vacances, parce qu'en fait les Japonais travaillent tellement, ils sont tellement dans cette quête de la méritocratie à l'absolu. Bon, déjà il y a énormément de suicides au travail, ils ont même un mot pour définir le fait de se tuer au travail, et ils ont surtout atteint un stade où en fait les Japonais ne consomment plus assez dans le pays, et donc cette mécanique du PIB, elle nous fait faire des trucs tellement incohérents que les gars ont fait des campagnes de pub pour inciter les Japonais à partir en vacances dans le pays, mais pas du tout pour qu'ils se reposent, pour que ça permette de rééquilibrer la balance commerciale. Et quand on en arrive là, on réalise à quel point on tourne en rond avec nos conneries et à quel point il est urgent en effet que l'humain juste reprenne son rôle sur Terre, c'est-à-dire juste se maintenir en vie et pouvoir s'émerveiller de la beauté du vivant. Parce qu'en fait, si on traverse ces vies de manière fade, sans être capable de juste réaliser à quel point ce monde est beau, ça ne sert à rien de vivre, on est passé à côté de la chose. Et je pense que Timothée défend très bien la chose avec des très belles analogies de manière économique, et je pense qu'il faut aussi le dire de manière très poétique et philosophique aux gens. Juste, qu'est-ce qu'on veut faire de ces vies ? Les Gaulois, pour info, avaient 130 jours de jours fériés par an. Ah ouais, c'est pas mal. On a toujours l'impression qu'on travaille moins qu'avant, mais il faut aussi reprendre un peu de recul. On est vraiment dans une machine où maintenant, il n'y a plus de barrière pro-perso. On est tout le temps en train de choper des notifications, des dings, des mails, des trucs. On est esclave de machines de plus en plus, et on fait la course contre des machines pour être toujours plus productif. Mais ça ne rend pas les humains heureux, épanouis et capables de gérer correctement et en bon père de famille cette planète. Hein. Et moi j'ai une dernière question, mais vas-y, après j'arrête. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça va toucher à sa fin. Mais vas-y. Et alors la dernière question, c'est pas forcément lié, mais est-ce que du coup tu aurais une rando à nous recommander Pas forcément ton top 1, parce que sinon ça risque d'être trop encombré. Mais on n'a pas non plus des millions d'auditeurs. Ouais. Merci de poser cette question, elle me fait plaisir. J'en ai beaucoup trop. C'est le problème. Sur 2-3 jours avec un peu de bivouac, 2-3 jours. Un peu dénivelé. Ok, et le Tour des Fises, qui est entre en gros Samoin, Six-Fer à cheval et Chamonix. C'est un endroit magnifique, hyper préservé, qui est dans le parc
naturel régional du coup de Sixte-Passy qui est chez moi, qui est un très grand parc, et du coup c'est un lac merveilleux que tu vas pouvoir voir à Anterne, avec des barres de rochers de 1000 mètres en face de toi, des marmottes partout et le Mont Blanc en énorme juste à côté. Et puis ensuite tu passes sur un autre vallon qui est rempli de bouquetins, où il y a des enchevêtrements de cascades dans tous les sens, un petit village de bergers abandonné à 2000 mètres d'altitude mais hyper beau, dans une plaine qui a été formée par un ancien lac qui s'est résorbé. Et ensuite tu redescends dans des grandes forêts avant de rejoindre le village de Sixte, Fer à cheval, qui est au pied de montagnes qui ressemblent à Paramount Pictures en permanence, avec des rivières qui sont bleu turquoise, et ça a été élu plus beau village de France fut un temps. Donc c'est un village médiéval millénaire au milieu de la montagne. Bref, normalement on a perdu Damien là, il y est déjà. Je pars demain. Merci beaucoup Arthur, on va devoir s'arrêter là, c'était passionnant et un plaisir de parler d'écologie avec beaucoup de positifs, c'est assez rare. Et on se retrouve dans les montagnes avec plaisir. Eh ben avec grand plaisir, je vous invite tous. À bientôt, merci. Bientôt. Salut.